L'échiquier international, merci d'être là pour le sujet ou les sujets du jour. Gaza bien sûr et le retour de quelques 200 000 réfugiés chez eux, ou du moins ce qu'il en reste pour la plupart. Est-ce vraiment la paix qui revient à Gaza après la première phase de l'accord entre l'hydre sioniste et la résistance palestinienne, négociée à Sharm el-Sheikh, avec les garanties des États-Unis, le Qatar, la Turquie, qui prévoit un retrait, mais surtout un redéploiement des mercenaires sionistes le long des lignes convenues, c'est-à-dire un repli tactique vers la fameuse ligne jaune, avec un contrôle d'accès total des émissaires du génocide. Alors, est-ce une paix conditionnelle? Est-ce qu'une paix conditionnelle est-elle pour autant une paix? On va en parler durant les prochaines heures de ce sujet et bien d'autres. À tout de suite. On l'a dit, faut-il parler de paix à Gaza? Les sionistes, pour précision, conserveraient 53% de la bande, incluant le corridor de Philadelphie, des larges portions du nord, ainsi que des zones de Rafah et de Khan Younes. On va parler de ce désengagement à la sauce kasher, mais dans un deuxième temps, avec Karim Belgassem. Bonsoir. Bonsoir Karim, merci pour votre invitation et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, vous êtes analyste en stratégie internationale, professeur en géopolitique à Lyon, bienvenue. Alors Karim, on le disait, la trêve le jour après à Gaza, on va en parler, mais tout d'abord, je voulais évoquer avec vous la nouvelle lauréate du prix Nobel de la paix. Ce ne sera pas Donald Trump, mais la vénézuélienne Maria Corina Machado. Je vous demanderai de réagir, Karim, mais juste après cette vidéo, afin que nos amis téléspectateurs fassent plus ample connaissance avec l'ambassadrice mondiale de la paix 2025. À tout de suite. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch. And I promise one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel. And I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Une réaction, Karim, sur la lauréate de l'année, lauréate du prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado. On vient de l'écouter, hein, elle dit, je promets qu'un jour, le Venezuela et Israël seront proches et que notre gouvernement déplacera notre ambassade à Jérusalem. Ce sera notre façon de soutenir Israël. Ce sont ces mots. Alors, ça semble être un appel d'air pour le renversement du président élu du Venezuela, donc Nicolas Maduro. Corrigez-moi, ou plutôt est-ce que j'exagère, Karim? Quel est votre avis? Je dirais avec une pointe d'ironie que vous exagérez à peine, Karim. C'est extraordinaire toute cette coïncidence. Le plan de paix, entre guillemets, de Gaza adopté, le prix Nobel de la paix décerné à Madame Machado, l'influence des sionistes, enfin Donald Trump qui reconnaît ne pas avoir eu le prix Nobel de la paix, mais dans un autre temps, on voit une certaine connexion avec ce qui se passe dans la bande de Gaza avec l'élection de cette personne au prix Nobel de la paix. Il n'y a pas de curieux hasard. C'est un curieux hasard, mais en réalité, ce n'est pas très surprenant puisque le régime vénézuélien est diabolisé depuis Hugo Chavez jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à être surpris finalement de ce prix Nobel de la paix. Maduro est diabolisé. On dit que les élections présidentielles de l'an passé est contestée, que l'opposition serait soutenue également par les sionistes et que le Venezuela est en danger et menacé d'attaque par les Américains en accusant le Venezuela d'être une plaque tournante de la drogue. Bref, on a l'impression que quelque part l'histoire se répète comme avec le Panama au début des années 90, lorsqu'on a la CIA avait fomenté un coup d'État pour renverser le général Noriega. Alors, encore quelques mots sur cette Madame Machado, et non Machado, je l'ai mal prononcé au début, c'est Marina Corina Machado. Alors, elle est considérée comme une figure de proue de l'extrême droite. Localement, on la surnommerait la Augusta Pinocheta. Alors, c'est une riche héritière, avec des idées alignées sur le libéralisme le plus dur, alors qui souhaite la privatisation de l'ensemble des services publics au Venezuela.
Elle est connue pour avoir défendu la tentative ratée du coup d'État contre Hugo Chavez, c'était en 2002. D'ailleurs, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel de la paix, elle a appelé le président américain Donald Trump pour lui dire qu'elle acceptait le prix en l'honneur de Trump, car lui, il le mériterait vraiment. On parle ici d'une paix, vous l'avez un peu expliqué, mais d'une paix impériale. On s'y tromperait pas. Tout à fait. Si Donald Trump avait eu le prix Nobel de la paix, bon, moi j'en ai déjà parlé, j'ai trouvé que ça aurait été d'un cynisme incroyable. Et pour ce qui concerne Madame Machado, de toute manière, je reviendrai à la géopolitique globale. Le Venezuela dispose de richesses pétrolières. C'est un pays qui est évidemment convoité. Nous avons eu tellement de cas dans le passé où des pays avec des richesses pétrolières et un emplacement stratégique en danger, menacés par les Occidentaux et, pour ne pas les nommer, les Américains. Donc c'est difficile de parler de personnes qui sont candidats pour le prix Nobel de la paix ou qui ont reçu le prix Nobel de la paix, qui, dans un même temps, encouragent le non-respect du droit international ou fomentent des espèces de coups d'État sous prétexte d'installer une démocratie ou d'installer un régime ultra-libéral, puisque des personnes comme Hugo Chavez ou Kadhafi, pour ne pas en parler, ont toujours dit que les revenus du pétrole, c'était pour le peuple, uniquement pour le peuple et pas pour les multinationales occidentales et américaines. Donc on a l'impression que même en 2025, l'histoire se répète. J'avais oublié de rappeler que M. Obama avait obtenu le prix Nobel de la paix, mais pour autant, il y avait des guerres qui avaient été déclenchées sous son mandat. Donc on est dans un certain cynisme classique. Alors avant de clore ce premier chapitre avec cette information qui est passée inaperçue, vous l'avez rappelé au départ, qui donne peut-être aussi du sens à la lauréate du prix Nobel de la paix 2025, puisque le Venezuela compte saisir le Conseil de sécurité, arguant qu'une possible attaque américaine contre Caracas était imminente. Le prix Nobel de la paix, on le sait, Karim, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Le prix Nobel en général, vous l'avez rappelé avec l'exemple d'Obama, le prix Nobel de la paix n'a jamais été apolitique. Il s'ingère donc dans les affaires internes d'un pays pour le soumettre à l'ordre washingtonien. En tout cas, c'est ce qui s'est vérifié ces dernières années. Alors, ce serait, vous l'avez un peu esquissé, ce serait un prix Nobel discerné pour mettre, selon vous, la main sur le pétrole vénézuélien, c'est ça? Alors, l'exemple de mettre la main sur le pétrole vénézuélien peut être caricatural ou on peut être taxé de complotiste si jamais on évoque cette hypothèse. Au-delà du pétrole, c'est installer un régime ami des Américains et des sionistes pour justement modifier un peu la donne. Nous avons pas très loin l'Argentine avec Javier Milei, qui a été élu démocratiquement, qui a supplié Donald Trump de l'aider financièrement puisqu'économiquement l'économie argentine rechute considérablement, l'inflation repart à la hausse ainsi que les taux d'intérêt. Donc sachant que le Venezuela est le mauvais élève puisqu'il a rompu ses relations diplomatiques avec Israël en 2009, suite déjà à ce qui se passait à Gaza à l'époque. Donc effectivement, le Venezuela joue les troubles faits dans un certain respect de l'ordre mondial. Et quand je dis l'ordre mondial, c'est l'ordre mondial occidental. Donc effectivement, le Venezuela a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU avec le soutien de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord pour éviter toute attaque préventive du Venezuela contre un renversement du régime actuel. Donc prudence, grande prudence. Autre thématique du jour avec ces émissaires de la paix, cela concerne cette fois Gaza. Alors pour assurer la transition à Gaza, selon le plan de paix de Trump, l'ancien ministre anglais Tony Blair serait pressenti pour être le proconsul de l'autorité internationale de transition. Alors Tony Blair connaît bien la Palestine, de 2007 à 2015, il a dirigé une structure un peu oubliée aujourd'hui qui s'appelle le Quartet, qui regroupait à l'époque les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la Russie. Sa mission était d'apaiser la tension et hâter la construction, déjà à l'époque également, de Gaza. Son bilan était considéré comme nul puisque trop proche des sionistes pour être impartial. Alors, Karim Belgasim, je pose la question, le nom de Tony Blair
ferait tousser plus d'un pour accompagner justement les Gazaouis aux sorties de ce génocide. Alors il ferait tousser, il ferait rire s'il n'y avait pas tous ces morts en conséquence. Mais lorsque j'ai appris que M. Blair pourrait faire son retour dans cette région, j'ai vraiment cru à une mauvaise blague, puisque je rappelle que M. Blair est le Premier ministre britannique qui avait menti sur les armes de destruction massive et qui avait soutenu et suivi les Américains. Il a fait effectivement partie de ce quartet avec des résultats catastrophique. Donc, est-ce encore une répétition de l'histoire avec un territoire, la bande de Gaza, sous mandat occidental pour ne pas faire référence au mandat britannique sur la Palestine après la Première Guerre mondiale? Donc, pourquoi persévérer dans une incursion occidentale dans ce territoire? Nous allons voir que rien ne changera, ou presque c'est encore une fois l'histoire qui se répète et qui se fera encore une fois au détriment des Palestiniens. Est-ce que c'est sur la volonté de M. Trump? Est-ce que c'est la volonté uniquement de Tony Blair? Encore une fois, on a eu des exemples avec M. Kouchner au Kosovo également, je crois que c'était en 99, 2000. Donc, j'ai envie de te dire tout ça pour ça, et surtout pourquoi, dans quel but? Est-ce que c'est pour ce projet de projet immobilier dans la bande de Gaza? En tout cas, on n'est pas dans la paix. Du tout. Alors, Tony Blair, bien sûr associé à l'immense catastrophe de la guerre en Irak, on se rappelle de ce fameux rapport Chilcot qui le dit en 2016. Mensonges sur l'imminence de la menace de Saddam Hussein, les mensonges des armes de destruction massive, la guerre en Irak et ses retombées, c'est plus d'1 million de morts, pour rien. Ce qui n'a pas empêché Tony Blair de publier, c'était le mois dernier, une forme de manuel, de conseil à l'usage des futurs dirigeants politiques qui s'intitule sobrement « Votre leadership » par Tony Blair. C'est aussi on est en face d'une forme de flegme tout britannique, Karim. C'est du flegme britannique, mais c'est plutôt du cynisme. J'ai envie de vous dire, c'est pas demain personnellement que j'achèterai ce livre. On a d'autres exemples de diplomates ou de leaders qui ont tout fait pour la paix. Alors je n'oserais même pas citer Gandhi ou Nelson Mandela ou plein d'autres. Même j'irais jusqu'à citer Henry Kissinger, qui était quelqu'un d'un peu plus respectable. Mais Monsieur Blair, je regrette, ne représente tout sauf le leadership, l'intelligence et le sens politique. Il s'agit simplement d'opportunisme dans une région qui ne maîtrise absolument pas. Donc nous sommes de toute manière dans des époques médiatiques où, je dirais, l'apparence, la communication prime sur la compétence. Je pense que Monsieur Blair l'a montré totalement avec ce livre qui ne représente que lui-même, en fait. Parlons de livres et parlons encore de Tony Blair. Dans ses mémoires, l'ancien ministre britannique, concernant justement le cataclysme irakien, où il n'a pas esquissé le moindre mea culpa. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, comment est-il revenu, ou les téléspectateurs peuvent à juste titre se poser la question, comment peut-il revenir dans le jeu international après la catastrophe irakienne? Alors on dit que le gendre de Trump, l'inénarrable et sioniste Jared Kushner, l'aurait appuyé. Alors pour quelle raison? C'est le Financial Times qui nous le rapporte. Tony Blair se serait rendu en juin à Washington avec le cabinet de conseil, le fameux Boston Consulting Group, pour discuter en tapinois, tout en discrétion, en coulisses, du développement du surréaliste projet de Rivera Gaza, sans les Palestiniens bien entendu, et surtout sans les Palestiniens dans toute prise de décision, et avec une population palestinienne peut-être à moindre présence, au niveau qualitatif, beaucoup moindre. En tout cas, c'est ce qui est visé par le consulting, par le cabinet de conseil, le Boston Consulting Group.
Tout est une question de business et d'argent. Monsieur Blair est un businessman moins affiché que Monsieur Trump, mais comme vous l'avez souligné, tout ça va se faire au détriment du peuple palestinien. Tout est une question d'argent dans cette histoire. On a fait appel à Monsieur Blair puisque effectivement c'était quelqu'un de loyal vis-à-vis des États-Unis, qui est un allié, les Britanniques étaient des alliés fidèles des États-Unis malgré l'opposition du peuple britannique. Ils avaient beaucoup manifesté en 2003 contre l'implication de la Grande-Bretagne dans la guerre en Irak. Donc il n'y a rien d'étonnant à cela. Ce projet de Gaza, ce projet immobilier sera fait pour les Occidentaux et pour les sionistes au détriment des Palestiniens. C'est pour ça que ce plan de paix de Gaza n'a de plan de paix que le nom, puisque c'est confirme juste l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages, mais rien n'est mentionné sur l'arrêt définitif de la colonisation, du respect de l'intégrité territoriale de la Palestine et de Gaza, avec aucune implication de la Palestine et de leaders palestiniens crédibles. Donc, c'est un peu, encore une fois, l'histoire qui se répète. Cette bande de Gaza va être encore une espèce de territoire qui sera en faveur des Occidentaux et des sionistes. Et je confirme ce que vous disiez, c'est que les Palestiniens seront encore une fois mis sur la touche. Donc, comment voulez-vous maintenir la paix avec de tels accords? Je reprendrai la citation de Monsieur Pascal Boniface qui disait qu'au XXIe siècle, constater encore la colonisation et constater que des États ne se parlent pas d'égal à égal, il n'est pas étonnant que nous arrivons à des situations telles quelles, et il est quasiment acquis que malheureusement, nous allons assister à de nombreuses fissures sur cet accord de paix. Alors, concernant justement cet accord de paix ou ce plan de paix qui cache plusieurs écueil, les sionistes, on l'a dit, conserveraient 53% de la bande de Gaza. Des échanges d'otages palestiniens, des otages palestiniens est aussi prévu dans la logistique avec l'accompagnement de la Croix-Rouge. La réouverture également progressive de 5 points de passage et l'entrée d'au moins 400 camions, donc on le voit, le rétablissement de la circulation humanitaire est prévu, entre autres. Alors si on pouvait résumer ce plan de paix, on dirait que l'entité sioniste appréhenderait de futurs conflits en achetant, par exemple, de la prévisibilité tactique. Des médiateurs, eux, achèteraient une forme d'aura internationale et en interne des gains de popularité. Je pense à la Turquie et l'Égypte. Et Gaza, un minimum d'oxygène, sans parler du point aberrant du désarmement de la résistance palestinienne, Karim. Absolument. Certains pays arabo-musulmans, on va citer la Turquie, le Qatar, l'Égypte ou bien d'autres, ont validé ce point. C'est à se demander si vraiment, j'avais publié un article là-dessus, si certains pays arabo-musulmans ont conscience de la symbolique de l'État palestinien. C'est d'autant plus symbolique qu'on reparle des accords d'Abraham que l'Arabie saoudite pourrait signer, j'emploie bien entendu le conditionnel, que pourrait signer éventuellement la Syrie et le Liban, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que ces accords d'Abraham disparaissent. On a vu les bombardements au Qatar il y a quelques semaines qui auraient pu les remettre en question. Non, tout ça est passé sous le tapis et tout va repartir comme avant. Donc c'est un accord, ce n'est même pas un accord de paix et un plan de paix, c'est un accord qui se fera, encore une fois, au détriment des Palestiniens et de tout leur soutien. Donc c'est à se demander où est-ce qu'on va aller et que cette région va encore rester une région de tension, une région de conflit. Le mandat de M. Netanyahou se terminera dans quelques mois. D'ici là, il va encore se passer plein de choses. Et cet accord de paix, à titre personnel, je n'y crois pas une seconde, puisque ce n'est pas un accord, comme dirait M. Trump, win-win. C'est un accord, c'est pile, je gagne, face, tu perds. Voilà, c'est un accord qui est totalement perdant pour les Palestiniens. On peut le déplorer. Surtout que la nuit dernière, en actant cet accord de paix qui n'en est pas un, selon vous, l'entité sioniste a bombardé la partie sud du Liban. Alors ce que vous nous dites au fond, Karim, c'est une forme de respiration pour les protagonistes avant de futurs chocs, c'est bien cela?
Exactement, c'est une petite, une misérable, j'ai envie de vous dire, bouffée d'oxygène, puisque ce plan autorise simplement l'entrée des secours, de médecins, de nourriture, ce qui aurait dû être fait déjà sans ce plan de paix. La libération des otages, alors c'est une chose, mais quid de la suite? Donc effectivement, c'est juste un petit répit qui ne sera pas salutaire, puisque il est quasiment acquis qu'il va y avoir des fissures de part et d'autre. Alors, je peux paraître comme pessimiste, mais nous avons eu tellement de déceptions dans le passé. Alors, je ne vous parle même pas des accords d'Oslo de 1993 entre Arafat et Yitzhak Rabin. Les conflits étaient repartis de plus belle quelques mois plus tard. Donc, il risque de se reproduire la même chose. Toutes les conditions sont réunies pour l'embrasement de la région, quid aussi de l'Iran, comment l'Iran va y réagir, quelle sera aussi la gestion de son programme nucléaire. Donc on est encore une fois dans l'incertitude la plus totale, contrairement à ce que certains peuvent dire, Give Special Chance pour reprendre la chanson de John Lennon, on n'est absolument pas dans un plan de paix durable, absolument pas. Donc il faut aussi avoir, je dirais, d'autres lunettes d'analyse concernant ce plan de paix qui est juste du marketing. Alors, ce plan de paix qui est juste du marketing, tout à l'heure, on a un peu parlé de politique spectacle en lieu et place. De fait, il y a quelques semaines, la France et la Grande-Bretagne et d'autres pays européens, le Portugal également, ont reconnu l'État de Palestine, mais concernant ce plan de paix de Trump, on n'inclut pas, par exemple, l'autorité palestinienne, on ne parle pas trop d'un État palestiniens, par exemple sur les otages palestiniens, beaucoup de militants palestiniens et de la cause palestinienne ainsi que des Gazaouis pensaient que Marwan Barghouti ferait partie des otages libérés. Ce n'est pas le cas. Il fait un peu la synthèse entre toutes les générations et tous les courants politiques. Ça aurait été un signal fort pour la paix et un État palestinien. Là, dans l'équation, il n'est pas trop question d'une entité palestinienne avec un État fort et une stabilité politique pour les Palestiniens. Totalement. La Cisjordanie, qui est au cœur du projet national palestinien, est totalement absent du texte. C'est pas une oubli, c'est pas dû au hasard, c'est juste une stratégie. Il n'évoque pas, le plan valide tacitement la politique israélienne de colonisation et de partition. Donc la colonisation, malheureusement, risque de repartir. En plus, il s'agit vraiment d'un écran de fumée diplomatique. On multiplie les promesses de développement économique et de stabilité, mais le plan détourne l'attention de la question centrale, c'est-à-dire le droit des Palestiniens à l'autodétermination et un État viable. Vous l'avez pas parfaitement dit. Ça illustre la manière dont les puissances extérieures redessinent la carte du Proche-Orient sans tenir compte des aspirations des peuples concernés. C'est pour ça que je faisais référence au mandat britannique de 1920, sauf que là nous sommes dans la version 2025 où nous sommes dans une région en effervescence et donc ce plan ne construit pas la paix. C'est comme une reddition politique. On transforme Gaza en vitrine de reconstruction sous tutelle internationale et pendant ce temps-là, la Cisjordanie va continuer à se fragmenter sous l'emprise israélienne. Surtout qu'on oublie de le dire, enfin les médias, les réseaux sociaux essayent de nous le faire oublier, c'est que c'est un plan de paix, bon bien sûr de Donald Trump, le président américain, incluant Benjamin Netanyahou, qui est désormais reconnu comme un génocidaire. On va le prouver d'ici les prochaines semaines, je pense. Mais en tout cas, pour un meurtrier de masse, pour un acteur et un auteur de crimes de guerre. Il restera dans l'histoire effectivement comme un criminel de guerre, même si ça ne sera pas reconnu officiellement. Il est quand même plaisant de voir les manifestations dans les pays occidentaux, effectivement, contre Benjamin Netanyahou. De toute manière, c'est un fait établi et incompris qui restera dans l'histoire, non pas pour de bonnes raisons, mais pour des raisons assez criminelles. N'oublions pas qu'il a évidemment ce projet du Grand Israël et ce projet messianique dans la région. Donc, c'est en fait les masques. J'ai envie de vous dire que les masques tombent et donc
Benjamin Netanyahou restera dans l'histoire, mais il restera dans l'histoire comme cette image de criminel de guerre, génocidaire, qui malheureusement a fait ses preuves et les fait encore aujourd'hui. Donc c'est un allié très très encombrant. Faut remarquer que les pays occidentaux ont félicité Donald Trump pour ce plan de paix, comme ils avaient félicité Donald Trump pour la réunion avec Vladimir Poutine mi-août, dont les résultats sont plus que contestables, bien entendu. Donc on est en train d'insister non seulement au cynisme géopolitique, au respect du droit international, et surtout dans cette région, je pense que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises et à la découverte d'autres événements qui pourraient subvenir malheureusement. Mais en tout cas, le mot paix a encore une fois dans la région beaucoup de soucis à se faire. Nous ne pourrons pas l'employer dans son sens propre. Hélas. Signé Karim Belgassem, merci d'avoir été des nôtres, analyste et enseignant, qui nous a aidé à mieux comprendre les thématiques du jour. Je vous dis à bientôt, Karim Belgassem, et encore merci. À bientôt, au revoir à tous les spectateurs et bonne soirée. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien en vous souhaitant une agréable soirée.